Le capitaine Cobbin diffuse un appel d'urgence à la radio. Le Scandies Rose, navire de pêche en acier de 40 mètres immatriculé à Dutch Harbor, Alaska, fut construit en 1978 par Bender Shipbuilding à Mobile, Alabama. Le navire était autorisé à pêcher dans la mer de Bering le crabe royal, l'opilio, la morue du Pacifique, avec des casiers en treillis d'acier. Pendant les mois d'été, il servait de navire de soutien pour les pêcheries de saumon dans la mer de Bering et le golfe d'Alaska. Il appartenait à la compagnie de pêche Scandies Rose de Bremerton, Washington, et avait été acheté à son ancien propriétaire en 2008. La propriété de la compagnie était partagée entre 3 personnes, Dan Matson agissant en tant que gestionnaire du navire et détenant la majorité des parts. La Scandies Rose était évaluée à 15 millions. Elle disposait de 12 combinaisons de survie d'une radiobalise de localisation d'urgence, et de 2 radeaux de sauvetage. Cette radiobalise de localisation d'urgence se libère et flotte si le navire coule. S'activant automatiquement et pouvant être détectée par des satellites partout dans le monde, une radiobalise de localisation d'urgence envoie un signal de détresse avec un code d'identification unique qui fournit des informations sur le navire, sa position, son nom, le type d'équipement de survie et les contacts d'urgence à terre. Le 20 juin 2019, le Scandies Rose a reçu son rapport d'inspection d'état et d'évaluation, qui montre que le navire était bien entretenu et a subi une inspection détaillée. D'avril à juin 2019, l'inspection d'état et d'évaluation n'incluait pas de nouveaux rapports de stabilité du navire. Un rapport de stabilité fournit des instructions pour maintenir la stabilité du navire. Quelle masse peut être répartie sans nuire à la stabilité du navire ? Le Scandies Rose continue d'utiliser l'ancien rapport de stabilité. J'ignore quand ce rapport a été mis à jour pour la dernière fois. Le 29 décembre 2019, le capitaine Gary Cobbin Jr. et ses 6 membres d'équipage préparent le Scandies Rose pour partir de Cannery Row à Kodiak. La pêche à la morue au casier en mer de Bering débute le 1er janvier 2020. La mer de Bering en hiver est très froide, à 32 degrés Fahrenheit. Le Scandies Rose a un équipage de 7 personnes, le capitaine et 6 matelots. Le capitaine Gary Cobbin Jr. possède 30% du navire et, en tant que capitaine, il prend les décisions sur quand et où pêcher. Il a 45 ans d'expérience dans la pêche, dont 40 comme capitaine de navire dans le golfe d'Alaska et la mer de Bering. En 2009, il devient capitaine à plein temps du Scandies Rose et est reconnu par ses pairs comme un excellent pêcheur et capitaine expérimenté. L'expérience des matelots varie d'à peine 1 an sur des navires similaires à jusqu'à 20 ans. Un matelot prépare et utilise le matériel de pêche, répare les casiers et assiste le capitaine pour naviguer et manœuvrer si besoin. Un matelot, David Cobbin, est le fils du capitaine. Ar Ganasius est le mécanicien du navire, Rock Rainey le chef de pont. Seth Sorin Ganrousseau est le cuisinier du navire. John Lawler a 11 ans d'expérience dans la pêche et rejoint le navire pour sa première mission 3 jours avant son départ, et Dean Gribble, avec 20 ans d'expérience, rejoint le navire à la dernière minute. Lorsqu'un autre matelot quitte le navire, je crois qu'il a déjà travaillé sur le Scandies Rose, mais il n'était pas prévu au départ, pour ce voyage. L'équipage travaille jusqu'à tard, chargeant et sécurisant 198 casiers à crabe. Le poids des casiers varie, mais selon les instructions de stabilité de l'équipage, chacun pèse 379 kg. Les casiers sont disposés en 9 rangées de profondeur et 4 de largeur. Ils atteignent une hauteur de 6 mètres au-dessus du pont et occupent tout l'espace du pont principal du navire. Chaque rangée est empilée sur 5 niveaux, sauf à l'avant du côté tribord ou droit de la passerelle. La passerelle de navigation, où elles sont empilées sur 4 niveaux, permet au capitaine de voir au-delà. Elles sont fixées au navire par des chaînes. Une passerelle de navigation est un peu comme un poste d'observation où le capitaine peut diriger le navire et voir où il va. Le lendemain, le 30 décembre, ils se rendent à un quai de ravitaillement où ils chargent 2100 gallons de diesel, remplissent les réservoirs d'eau, achètent 6811 kg d'appât et les chargent dans la soute avant. Le capitaine Cobbin réalise des exercices de sécurité avec l'équipage. Il discute du système d'extinction d'incendie de la salle des machines et de l'emplacement des radeaux de sauvetage. Comment utiliser la balise de détresse et lancer un appel Mayday via les radios du navire.
David Cobbin, le fils du capitaine, fait un faux appel Mayday. Et Dean Gribble montre comment enfiler une combinaison d'immersion, ce qu'il fait en 42 secondes. Les combinaisons d'immersion ou de survie sont étanches et protègent de l'hypothermie en eau froide. Sans elles, une personne survit entre 30 et 90 minutes dans la mer de Bering. Avec une combinaison de survie, cela peut durer jusqu'à 5h30. Si la combinaison ne fuit pas, elle est rangée dans une armoire sur la passerelle. L'équipage reçoit la balise de détresse sans vérifier son fonctionnement. L'exercice de sécurité est enregistré, signé par l'équipage et envoyé au gestionnaire du navire. Le capitaine évoque la météo prévue pour l'itinéraire afin d'informer tous sur le mauvais temps attendu. Il dit qu'ils vont entrer dans des conditions de givrage, où les embruns peuvent geler sur le navire et sur les casiers à crabes avant leur départ. Il vérifie la météo à la fois sur le service météorologique national pour les prévisions marines et sur Windycom, un site web et une application de prévision météorologique sur appareil mobile. La plupart des capitaines de bateaux de pêche opérant dans la région utilisent l'application Windycom parce qu'ils préfèrent les graphiques et les détails à plus fine échelle. 5 heures avant leur départ, le service météorologique national publie une prévision marine annonçant des vents de force, coups de vent et de fortes alertes de givrage pour l'itinéraire du navire. À 20h35 le 30 décembre, Scandies Rose quitte Kodiak à une vitesse moyenne de 10 nœuds. Son itinéraire passe par le détroit de Kuprunov, puis le sud-ouest via le détroit de Chilikov, vers Falspass et la mer de Bering. Après avoir quitté le port, le capitaine établit un tableau de quart pour organiser la navigation et la conduite du navire. Le capitaine Coban pilotera le navire 6 heures, chaque membre d'équipage fera un quart d'une heure. Avec la rotation qui se répète toutes les 12 heures de 02h00 à 08h00 le 31 décembre, l'équipage se relaie pour assurer son quart d'une heure à la passerelle. À la fin de chaque quart, le membre d'équipage effectue une vérification de la salle des machines pour s'assurer que les moteurs du navire et les équipements auxiliaires sont en bon état de fonctionnement. Pendant les premières heures du voyage, les vagues viennent du côté bâbord, c'est-à-dire la gauche, et le vent vient du côté tribord, c'est-à-dire la droite. Dans la passerelle, seules 2 fenêtres disposent de chauffage pour éviter le gel. Le veilleur de quart note que le navire a pris plusieurs vagues par l'avant et que de la glace s'accumule sur le côté tribord du navire, ainsi que sur les casiers avant. Il estime que la glace fait environ 2,5 cm d'épaisseur sur le treillis des casiers avant-tribord, et sur les rambardes extérieures du navire. Mais elle n'est pas assez épaisse pour qu'ils aient besoin de retirer la glace. Pour enlever la glace, ils doivent ralentir, se mettre face au vent et briser la glace avec des masses. La Rose de Scandie poursuit une trajectoire régulière vers le sud-ouest, avec le moteur à un régime constant, mais sa vitesse diminue de 10 à 6,5 nœuds. Le vent et le temps empirent et soulèvent beaucoup d'embruns qui se transforment en glace. À 19h30, avant que le capitaine ne commence sa veille de 20h00 à 2h00, il discute avec Dean Gribble, le membre d'équipage de quart. Il discute de la dégradation du temps, de l'accumulation de glace sur le navire et les casiers à crabes, ainsi que de l'apparition d'une gîte de 2 degrés sur tribord. Il prévoit c'est pas de réduire la vitesse et de modifier la trajectoire pour limiter les embruns verglaçants responsables du givrage. Dean propose de réveiller l'équipage et casser la glace sur les casiers, mais Cobbin choisit de maintenir le cap et la vitesse sans les réveiller. Il juge la météo trop mauvaise pour que l'équipage casse la glace sur le pont avec des vents de 70 nœuds, et qu'ils peuvent attendre que le navire soit dans des eaux protégées. La Scandies Rose est à environ 11 miles de site, pouvant offrir un abri contre le vent près de l'île Sutwick. Le capitaine Cobbin ordonne à Hart de transférer le carburant à bâbord. Pour corriger la gîte sur tribord avant de quitter la passerelle, Dean remarque à travers les fenêtres claires de la passerelle que les piles de casier et les filets sur tribord sont recouverts d'une couche de glace de 5 cm d'épaisseur, ce qui alourdit un peu la Scandies Rose sur le côté tribord, d'où la gîte de 2 degrés. À 20h12, le capitaine Cobbin appelle le capitaine Dan Matson, l'actionnaire majoritaire de la Scandies Rose Fishing Company, et également le skipper de la Matuli, qui est parti avant eux. La Scandies Rose est à environ 8 milles au nord-est de l'île Sutwick. La Matuli est à 6 milles au nord-est d'Ulacta Head, située à 360 milles au sud-ouest de la Scandies Rose.
Alors qu'ils approchent du port de Dutch, les deux capitaines discutent météo et conditions de la Scandies Rose sans trancher. Cobbin appelle un autre capitaine à bord du Pacific Sounder. Il lui annonce que le navire prend beaucoup de glace et s'inquiète d'une forte gîte sur tribord. L'équipage a chargé le Scandies Rose selon les instructions de stabilité à bord, mais ces instructions ne sont pas fiables. Directive de l'époque pour évaluer les effets du givrage sur la stabilité d'un navire de pêche. Elles ne tiennent pas compte de la façon dont la glace s'accumule réellement sur, dans et autour des piles de casiers à crabes. Le capitaine Cobbin estime que le mauvais temps rend dangereux pour son équipage de casser la glace sur le pont découvert. Alors il va essayer de trouver un abri contre le vent. Au sud-ouest de l'île de Sutwick, à 21h45, le Scandies Rose se trouve à 25 miles au sud de Sutwick. Le capitaine Cobbin réduit la vitesse à 6 nœuds et tourne le Scandies Rose de 50 degrés à tribord pour prendre un cap nord-ouest, se dirigeant vers un abri au sud de la baie de Sutwick. Il appelle à nouveau Pacific Sound en tant que capitaine et, d'une voix paniquée, lui dit que la gîte s'est aggravée. Sous le pont, John Lawler et Dean Griddle, deux matelots, sont brusquement réveillés en roulant soudain sur tribord dans leur couchette. Le Scandies Rose gîte violemment de plus de 20 degrés sur tribord, sans revenir à la verticale. Sentant que quelque chose ne va pas, John saute du lit et se dirige vers la passerelle en criant « Qu'est-ce qui se passe ?» Le capitaine Cobbin répond « Je ne sais pas, je crois qu'on coule. » Il téléphone, tente désespérément d'appeler à l'aide, mais aucune alarme ne sonne sur la passerelle. Alors John crie à son colocataire, Dean, que le bateau est en train de couler. Dean se précipite sur la passerelle et sort les combinaisons d'immersion de l'armoire. En quelques minutes, 3 membres d'équipage rejoignent la passerelle, sauf l'ingénieur. Avec le Scandies Rose fortement incliné sur tribord, ils peinent à enfiler leur combinaison de survie. Une fois que John a enfilé sa combinaison de survie à moitié, il quitte la passerelle par la porte bâbord. Dean a également du mal à enfiler sa combinaison d'immersion. La chaise qu'il utilise pour se soutenir cède et il tombe au sol. Il rampe par la porte bâbord, où John l'aide à enfiler la combinaison. À 21h55, Cobbin diffuse enfin un appel de détresse Mayday à la radio. Cobbin transmet la position du navire avant qu'il ne tangue brusquement. Cela le fait tomber sur le pont et glisser jusqu'à la paroi tribord de la passerelle. À 21h55, les gardes-côtes de Kodiak reçoivent l'appel de détresse. Quand ils répondent, ils ne reçoivent aucune réponse du Scandies Rose. Les gardes-côtes informent immédiatement le centre de commandement du district 17 des gardes-côtes à Juneau qu'un navire est en détresse en donnant le nom et la position du navire. Le district 17 informe le secteur des gardes-côtes. À 22h08 à Anchorage, le centre de commandement des gardes-côtes ordonne à la station aérienne de Kodiak d'envoyer un hélicoptère de sauvetage MH-60 Jayhawk. Après plusieurs tentatives de contact radio avec la Scandies Rose, aucune réponse. Les gardes-côtes diffusent un message d'urgence demandant à tous les navires de la zone de rester particulièrement vigilants et de signaler toute observation aux gardes-côtes. Ils appellent aussi le bateau de pêche Rough and Ready, ancré à environ 25 miles à l'ouest de la dernière position connue de la Scandies Rose. À cause des conditions météorologiques, le Rough and Ready n'est pas en mesure d'aider. Derrière la porte bâbord du pont, John et Dean crient aux autres de monter sur le pont. Vitez. Le Scandies Rose gîte encore plus sur tribord jusqu'à atteindre environ 45 degrés et le courant était coupé. Ils entendent les autres membres de l'équipage crier en tentant de sortir. John et Dean cherchent une corde à lancer à l'équipage piégé à l'intérieur de la passerelle, mais toutes les cordes sont gelées, solides. David Conan, le fils du capitaine, atteint la porte bâbord, enfile sa combinaison de survie, puis s'arrête pour attendre son père, qui lutte pour rejoindre la sortie. Puis le Scandies Rose chavire et commence à couler. John et Dean luttent pour rester sur la partie surélevée, mais une vague les emporte et les projette dans l'eau glacée. Dean se retourne vers le navire et voit la proue dressée à la verticale hors de l'eau. Puis elle disparaît, emportant le reste de l'équipage avec elle. Alors qu'elle disparaît sous la ligne d'eau glacée, John et Dean sont séparés par les vagues de 9 mètres et les vents de 45 nœuds, tandis que le Scandies Rose coule. Les radeaux de sauvetage sur le toit de la timonerie sont libérés automatiquement à 4 mètres de profondeur.
Les radeaux de sauvetage sont attachés au navire par une corde de 30 mètres. La garcette, une fois tendue au maximum, déclenche automatiquement les bouteilles de dioxyde de carbone, 2 comprimés du radeau de sauvetage, le gonflant. La balise de détresse se libère à la même profondeur que les radeaux. Dean aperçoit la lumière de l'un des radeaux de sauvetage à environ 15 mètres. Sean. Flottant dans sa combinaison d'immersion, il se laisse porter par une vague jusqu'au radeau de sauvetage et grimpe à bord, puis commence à crier pour les autres. John entend Dean, nage vers sa voie, et 20 minutes après avoir été séparés, ils sont réunis. Dans l'eau agitée, le radeau de sauvetage est inondé, malgré plus d'1 mètre d'eau à l'intérieur du radeau. Il flotte et l'eau le maintient en fait stable dans la mer agitée. Dean et John sont immergés dans une eau glaciale, mais leurs combinaisons retiennent leur chaleur corporelle, ce qui leur permet de supporter les conditions de froid extrême. Après 10 minutes, la lumière du radeau s'éteint dans l'obscurité. Ils aperçoivent la lumière du second radeau de sauvetage. Ils sont tentés de nager vers elle, mais ils luttent déjà pour survivre dans le radeau de sauvetage trempé, froid et ballotté par les vagues. Après avoir évalué la situation, ils choisissent de ne pas prendre le risque. Au bout d'un certain temps, ils trouvent le kit de survie d'urgence solidement attaché près de la porte du radeau, avec les gants épais de la combinaison d'immersion. Ils luttent pour ouvrir le kit de survie, puis entendent un hélicoptère tourner au-dessus d'eux. Alors ils tirent rapidement des fusées de détresse depuis le kit de survie pour tenter d'attirer son attention. Après avoir utilisé toutes les fusées de détresse, ils ne voient toujours aucun engin de secours. Ce n'est que le vent qui leur joue des tours à la station aérienne Kodiak. L'éloignement du site et les conditions météorologiques extrêmes compliquent la planification et retardent le décollage de l'hélicoptère de sauvetage Jayhawk. Une planification de vol et un chargement de carburant supplémentaire augmentent l'autonomie et le temps de recherche de l'hélicoptère. À 23h30, plus de 90 minutes après l'appel d'urgence, l'hélicoptère de sauvetage décolle enfin de la base aérienne de Kodiak pour débuter la mission de recherche et sauvetage. Quelques minutes plus tard, le centre de commandement du district 17 détourne le garde-côte Mellon de sa patrouille près de Dutch Harbor vers la dernière position connue du Scandies Rose. L'heure d'arrivée estimée du Mellon est plus de 16 heures plus tard. Un avion C-130 de la base aérienne Elmanton-Richardson à Anchorage est déployé pour aider dans la recherche et servir de relais de communication. En raison des conditions météorologiques extrêmes, les pilotes d'hélicoptères de la garde côtière doivent voler sous la couverture nuageuse à une altitude de 91 mètres avec une visibilité de moins d'un demi-mile. Les rafales de vent autour des îles provoquent de fortes turbulences et des courants descendants, si intenses que les 2 pilotes luttent pour maintenir leur hélicoptère à niveau. À 2 heures du matin, après un vol de 2 heures et demie pour parcourir les 170 miles, l'hélicoptère MH-60 Jayhawk arrive aux coordonnées du Mayday. Les vagues atteignent une hauteur de 6 à 9 mètres, avec des vents de 35 à 50 nœuds et de fortes pluies ainsi que de la neige. La balise Hyperb du Scandies Rose a une autonomie de 48 heures, mais les gardes-côtes n'ont pas capté son signal, sans aucun signal sur lequel se concentrer. L'hélicoptère de secours commence un schéma de recherche, cherchant le navire, d'éventuels survivants ou un champ de débris. Il repère un radeau de sauvetage et envoie un nageur sauveteur pour enquêter, mais il découvre qu'il est vide. 4 heures après avoir embarqué sur leur radeau de sauvetage, John et Dean entendent un moteur et voient ce qu'ils croient être le feu de mât d'un navire. N'ayant plus de fusée de détresse, ils fouillent dans le paquet d'équipement du radeau et trouvent une lampe de poche qu'ils utilisent pour signaler le navire. L'un des pilotes du navire, portant des lunettes de vision nocturne, aperçoit la lampe de poche briller au loin pendant que les nageurs sauveteurs sont hissés à bord de l'hélicoptère à 02h08. Le 1er janvier 2020, l'hélicoptère de la garde côtière localise les 2 membres d'équipage sur le second radeau de sauvetage. Les nageurs sauveteurs rejoignent le radeau et assistent les 2 membres d'équipage lors de leur hissage à bord de l'hélicoptère. Une fois à bord, les 2 survivants disent aux pilotes qu'ils n'ont vu aucun autre membre d'équipage s'échapper du navire avant qu'il ne coule. À court de carburant, l'hélicoptère de sauvetage retourne à sa base à Kodiak. Le C-130 reste pour diffuser les informations maritimes. Le MH-60. Jayhawk transmet les coordonnées des survivants au centre de commandement via le C-130. Les gardes-côtes génèrent un schéma de recherche et transmettent les coordonnées à l'hélicoptère suivant, mais les informations de localisation relayées sont incorrectes.
En route vers Kodiak, le pilote coupe l'unité de puissance auxiliaire pour économiser du carburant, ce qui coupe également le chauffage. Survivants et équipage attendent la fin du vol dans un compartiment glacial. À 03h24, le deuxième MH-60 décolle de la base aérienne de Kodiak pour poursuivre la recherche d'éventuels autres survivants. À 03h, 46 heures après l'appel de détresse, le premier MH-60 transportant les 2 survivants atterrit à la base aérienne de Kodiak, où Dean et John sont transférés dans une ambulance en attente et emmenés à l'hôpital local pour être traités contre l'hypothermie. À 05h34, le deuxième hélicoptère arrive et suit le schéma de recherche basé sur de mauvaises coordonnées. Les coordonnées sont situées à 78 miles au nord du lieu de la transmission du Mayday. À 06h40, l'hélicoptère quitte les lieux et retourne à la base. C'est seulement alors que le commandement de recherche et de sauvetage constate son erreur. Toutes les recherches suivantes reçoivent la zone de recherche correcte et mise à jour, basée sur les coordonnées de l'appel Mayday et les coordonnées actualisées du radeau de sauvetage au 1er janvier. Les hélicoptères MH-60 de la garde côtière continuent de fouiller la zone. Un C-130 d'Anchorage relève le premier C-130 patrouilleur de la garde côtière. Mellon arrive sur les lieux depuis Dutch Harbor à 16h15 pour aider aux opérations de recherche. Mais avant le coucher du soleil, à 17h01, le capitaine de Mellon se retire des recherches. En raison de la glace solide accumulée sur le pont pendant le voyage, à 18h08, soit 20h, après avoir reçu l'appel de détresse et après 16 heures de recherche de survivants, la garde côtière suspend les opérations de recherche et de sauvetage. Les 2 survivants ont été admis au Providence Kodiak Island Medical Center et ont été traités pour hypothermie et exposition avant d'être libérés le jour même. Le capitaine et les 4 autres membres d'équipage n'ont pas été secourus. La garde côtière a utilisé 3 hélicoptères MH, 62 avions C-130 et un patrouilleur pour fouiller 1400 miles carrés d'océan près de l'île Sutwick. Les propriétaires du Scandies Rose ont engagé un sauveteur et une société d'arpentage pour localiser et documenter l'épave. Le 9 février 2020, le navire Endurance, propriété de Paradigm Marine, a quitté le port de Kodiak. L'Endurance a utilisé les données de position du réseau de prévention et d'intervention maritime de l'Alaska. La garde côtière et les propriétaires du Scandies Rose ont réduit la zone de recherche. Le matin du 10 février, l'Endurance est arrivée à la dernière position connue du Scandies Rose et a trouvé une nappe de carburant diesel s'étendant sur plus de 400 mètres à la surface de l'eau. À l'aide du sonar, ils ont localisé le Scandies Rose à environ 49 mètres de profondeur, à environ 335 mètres de la position du Mayday. Couché sur son flanc tribord dans une direction est-ouest, avec la proue pointant vers l'est du côté tribord, se trouvait un champ de débris. Sur 29 mètres sur 13, au fond marin des bouées de pêche reliées au navire, flottaient jusqu'à 12 mètres sous la ligne de flottaison. Les 11 et 13 février, ils ont réalisé des inspections vidéo avec un Remotely Operated Vehicle, malgré les conditions hivernales et les marées. Le Remotely Operated Vehicle a filmé l'épave du Scandies Rose et les débris. Un support d'éperbe vide a été trouvé sur le garde-corps bâbord, derrière la porte du pont. Plusieurs des portes extérieures du navire semblent avoir été endommagées par l'impact avec le fond marin. Les images du fond, bâbord et poupe montraient la coque intacte. Le rapport d'enquête indiquait que 2 combinaisons de survie orange, semblant contenir les restes de personnes, ont été aperçues sur la passerelle mais n'ont pas été récupérées. Aucune autre combinaison de survie n'a été aperçue. Le 13 février, après la dernière plongée du Remotely Operated Vehicle, l'Endurance est retournée à Kodiak dans des conditions météorologiques dégradées. Le Scandies Rose n'a jamais été retrouvé, mais des années plus tard, certaines des bouées ont été retrouvées sur le rivage et ont été rendues à la famille du capitaine Covant.